Et pour cet entretien, nous retrouvons donc Richard de Sèze et Mériadec Raffray, journaliste. C'est toujours pas. Vous êtes rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles, Mériadec Raffray, auteur de Le Cèdre et le Soldat, la présence militaire française au Liban, Afghanistan, la victoire cachée de l'Armée Rouge, Touareg, la révolte des Hommes Bleus, beaucoup d'ouvrages. Mais aujourd'hui, vous venez nous parler du Sénégal. Et un petit mot, si vous le souhaitez aussi, sur le pape François, puisque Volontiers. Absolument. franchement, c'est franchement l'actualité du jour, même si je ne suis pas un spécialiste. Voilà. Alors justement, à défaut d'être un spécialiste, à force de courir le monde, forcément vous avez croisé des communautés chrétiennes ou des communautés tout court qui ont reçu le pape François, qui ont accueilli le pape François, qui ont entendu son message. À votre avis, quelle est la réception du message chrétien dans le monde ? Bonjour Richard de Sèze, merci pour cette question. Effectivement, évidemment, hier soir, en préparant notre chronique hebdomadaire, j'ai fait un petit tour de l'action du pape François dans le monde depuis 2013 à 2025. Et pour la résumer, 2013, le premier voyage du pape, c'était à Lampedusa, cette île italienne aux portes de la Tunisie où il avait été comment dirais-je, saluer son prochain, François, l'homme des pauvres, saluer les migrants de Lampedusa. Son pontificat s'est terminé de manière un peu paradoxale par une dernière action diplomatique. Il est apparu hier, la veille de son décès, donc dimanche, pris en photo avec le vice-président américain J.D. Vance, qui lui est un homme qui s'est converti à la foi catholique et qui représente plutôt la branche traditionnelle de l'Église catholique, celle qui, je dirais, le plus critique du pontificat de François et en particulier de son action diplomatique. François, qui est un grand voyageur, comme Jean-Paul II notamment, il compte à son actif une soixantaine de voyages dans le monde, en privilégiant, comme cela a été dit tout à l'heure, les périphéries. Il a boudé l'Europe, dont il a d'ailleurs a critiqué la persistance d'un colonialisme vis-à-vis du reste du monde, pour privilégier, disait-il, donc cette fameuse périphérie, par exemple son déplacement en Centrafrique, ce petit État d'Afrique centrale absolument ravagé par les guerres et les rivalités ethniques. Il a été aussi aux marges de l'Asie centrale, par exemple au Kazakhstan. François a déployé une activité absolument incroyable dans le monde, avec un bilan diplomatique et politique qui est à la fois nuancé, ambigu et controversé. Je crois que ces trois adjectifs sont à retenir. Alors je vais essayer peut-être de les illustrer en prenant quelques grands faits marquants de la diplomatie Vaticane, dont je rappelle à vos lecteurs quand même, à vos auditeurs quand même, que le Vatican est à la tête du premier réseau diplomatique dans le monde. C'est une formidable, pour être un peu schématique et caricatural, mais je crois que c'est exact, c'est une formidable machine de renseignement, le Vatican. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les diplomates sérieux des grandes nations sont en permanence en contact de cette diplomatie vaticane, pour partager, comment dirais-je, dialoguer dans le secret des arcanes diplomatiques sur les grands dossiers du monde. François s'est d'abord illustré d'un point de vue diplomatico-politique comment dirais-je, en esquissant un rapprochement politique entre la fameuse île de Cuba et les États-Unis en 2014. L'Église catholique y était encore très présente. C'est une Église évidemment marquée par la théologie de la libération. Et on sait que François, même s'il s'en défend, avait un tropisme envers cette nuance, comment dirais-je, théologique et de l'Église catholique. Lui préfère, il a un autre thème, il a une autre définition qui me vient pas à l'esprit, mais enfin, il ne reprend pas tout à fait cela, mais La il théologie avait du peuple, si je ne m'abuse.
Voilà, c'est ça, je cherchais. Merci Richard, théologie du peuple. Mais bon, François, dont j'avais d'ailleurs assisté à la messe à la cathédrale de Buenos Aires juste avant qu'il ne soit ordonné, élu pape, avait un tropisme marqué envers ces pays-là. On retrouve d'ailleurs cette action et ce tropisme envers d'autres pays sud-américains, comme la Colombie, où ou en tout cas par son biais, l'Église catholique a eu un rôle important pour les négociations de paix entre Bogota et les FARC, qui est cette rébellion marxiste et surtout aussi liée au trafic de drogue qui a semé la mort en Colombie. On a retrouvé également les traces de son action au Soudan du Sud, mais aujourd'hui c'est un pays. Alors ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ces trois actions diplomatiques-là, pour ne prendre qu'elles, sont aujourd'hui stoppées ou alors balayées par comment dirais-je, les grands soubresauts des histoires de ces pays. Si l'on pense au Soudan aujourd'hui, le Soudan est un pays absolument ravagé par la guerre civile. Ça, c'est un point important. Un autre point alors une diplomatie plus catholique. Je vais citer par exemple deux dossiers dans lesquels le pape a eu en tout cas un impact, un engagement majeur. On peut parler d'abord de la Chine. C'est un dossier assez controversé, puisqu'en 2018, je rappelle à vos auditeurs que le pape a parrainé en fait le premier accord politique entre le Vatican et la Chine, consistant en la reconnaissance en fait de la hiérarchie catholique validée par Pékin, et la branche de l'Église un peu souterraine qui était persécutée par les communistes chinois lui en veulent beaucoup. C'est une histoire qui n'est pas encore terminée, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. Et puis beaucoup plus récemment, en 2022, le pape François s'est très vite prononcé pour la paix en Ukraine. Et vous le savez bien, Richard, il a signé, enfin, comment il revendique d'avoir le 22 mars ou le 25 mars 2022, comment dirais-je, consacré la Russie au cœur immaculé de Marie selon les vœux du troisième secret de l'apparition de Notre-Dame à Fatima au Portugal en 1917. Cette consécration est, comment dirais-je, critiquée pour son imperfection ou d'ailleurs la formule qu'avait employée le pape était la consécration de l'humanité, dont la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Donc c'est aussi une action phare du pape pour la paix en Ukraine, mais qui aujourd'hui demeure controversée. Troisième dossier, je pense, important à souligner, le chroniqueur précédent en parlait, c'est le travail et l'action du pape vis-à-vis de l'islam, le pape qui était un fervent défenseur du dialogue interreligieux. Il y a notamment une action symbolique réalisée par le pape François, c'est la fameuse signature d'un document sur la fraternité humaine, je reprends les termes exacts, avec le grand imam d'Al-Azhar de l'université islamique Al-Azhar du Caire en 2019. C'est un document qui a laissé des traces, qui crée la polémique. Et surtout, quand on met en comparaison la signature de ce document et ce travail de dialogue du pape avec les autorités religieuses de l'islam, et qu'on met cela en comparaison avec un certain nombre de dossiers dans lesquels le pape est impliqué, là où il y a de véritables fractures vivantes et déchirantes surtout entre l'islam et les catholiques. Je pense notamment à l'action trouble, cette fois, du Vatican vis-à-vis de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Je rappelle qu'en 2020, l'année dernière, en 2024, le pape a annulé au dernier moment sa participation à la COP 28, cette grand-messe dédiée à l'environnement, une cause d'ailleurs du pape. C'était une COP qui devait se tenir à Bakou, en Azerbaïdjan.
Et on a été assez étonné du silence du pape vis-à-vis de l'action de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh et les Arméniens du Haut-Karabakh. Et on a découvert de manière assez fortuite que le Vatican avait noué des liens financiers avec un certain nombre de fondations très proches de l'Azerbaïdjan, sous couvert de financer, de participer, de contribuer à la restauration du patrimoine du Vatican. Un certain nombre d'investigateurs se sont interrogés. On peut également citer un troisième dossier dans lequel la voix du pape a compté, c'est évidemment le- le- la guerre que mène Israël contre Gaza. Le pape s'est érigé contre la manière dont Israël faisait la guerre, comment dirais-je, sans forcément tenir compte, selon lui, enfin sans faire de compte des civils. Mais en même temps, cette voix du pape n'a pas eu beaucoup d'effet évidemment sur la manière dont Israël faisait la guerre à Gaza, mais surtout n'a pas eu d'incidence majeure sur le comportement politique des autorités de Jérusalem vis-à-vis d'un certain nombre de lieux saints catholiques de la chrétienté à Jérusalem. Et c'est là, je voudrais peut-être en terminer par là, si vous le voulez bien, sur ce résumé très rapide et succinct de l'action du pape dans le monde. C'est là où factuellement, on peut s'interroger sur la portée de la voix du pape, qui est réelle. Je rappelle que le pape, elle est à la tête de 2,5 milliards de chrétiens dans le monde, et sa voix est souvent scrutée par les grands de ce monde, et en même temps par les effets concrets de sa parole, de ses voyages, de ses prises de position vis-à-vis en fait des dirigeants de ce monde. Merci beaucoup, Mériadec Raffray. Vous parliez tout à l'heure de son voyage en Centrafrique, et ça nous emmène tout naturellement au sujet qui était primitivement prévu pour ce matin, c'est-à-dire le Sénégal. Alors, merci de cette transition, Ben Richard. ouais, habile. Habile. Et alors, permettez-moi de continuer cette transition. C'est une excellente transition, puisque vous savez qu'au Sénégal, les autorités, enfin, il est officiellement, en tout cas, ce pays, 18 millions d'habitants, compterait 5% de chrétiens, de catholiques. Et j'étais au Sénégal il y a une dizaine de jours, et j'ai rencontré un certain nombre d'autorités religieuses, catholiques religieuses, qui m'ont toutes expliqué qu'en réalité, le nombre de chrétiens dans ce pays officiellement musulman, mais dans lequel il est autorisé, où la loi n'interdit pas les conversions, c'est important de le souligner. C'est rare dans les pays musulmans. Exactement, c'est une spécificité du Sénégal. Eh bien, dans ce pays, dans ce Sénégal, il y aurait de facto, en réalité, peut-être 12 à 15, voire un peu plus, 15%, voire un peu plus de chrétiens en réalité, de catholiques en réalité. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, c'est que les conversions, notamment de jeunes adultes, mais pas seulement, à la religion catholique, sont très importantes. Je cite dans le reportage que je signe cette semaine, enfin la semaine dernière, dans les colonnes de Valeurs Actuelles sur le Sénégal, je cite un chiffre que m'a donné une autorité religieuse du diocèse de Dakar. Elle m'a dit que pour la Pâque 2025, l'Église catholique du diocèse, enfin les prêtres du diocèse de Dakar allaient baptiser 200 catéchumènes. Et il m'a dit que c'était un chiffre absolument inédit et très important pour le diocèse. Et voilà, donc ça fait typiquement la transition. Et alors, il y a une inquiétude qui est partagée par les chrétiens, mais pas seulement, qui est une inquiétude, je dirais, de la société sénégalaise, qui est une société assez tolérante, assez ouverte, même si c'est une société très conservatrice, traditionnelle, imprégnée d'islam soufi. L'inquiétude est la suivante, c'est l'arrivée, enfin, la possibilité, la probabilité, pour la première fois au Sénégal, d'un basculement, non pas immédiat, mais de la possibilité d'un basculement du Sénégal vers
un islam beaucoup plus radical. Je suis prudent dans les termes car c'est quelque chose que l'on ne peut pas affirmer aujourd'hui, mais qui devient, c'est une hypothèse de travail, si vous voulez, qui devient crédible depuis tout simplement l'élection au pouvoir du couple Bassirou Diomaye Faye, le président, 45 ans, et de son premier ministre, nommé donc par le président, qui s'appelle Ousmane Sonko, qui a 50 ans. C'est un couple bien connu de la vie politique sénégalaise, puisque le second, c'est-à-dire le premier ministre, Ousmane Sonko, était le président du PASTEF, qui est un parti de gauche à tendance, je vais choisir mes mots de manière avec précaution, à tendance conservatrice souverainiste, c'est-à-dire Mélenchon enfin, il y a des liens entre eux et Mélenchon, mais en réalité, c'est pas Mélenchon, hein, c'est un parti revendiquant une forme d'islam dur, voire parfois radical, mais aussi très patriote, très souverain, et qui défend les valeurs très conservatrices de l'islam. Et puis, donc ça c'était Ousmane Sonko, et puis son bras droit, qui était Bassirou Diomaye Faye, ces deux-là se sont retrouvés au pouvoir dans un jeu de chaises inversées pour la raison que je vais expliquer, c'est que un mois avant l'élection, la présidentielle du 24 avril 2024, ces deux-là en fait étaient le premier, Ousmane Sonko était en résidence surveillée, donc dans sa maison gardée par des gendarmes, et le deuxième était en garde à vue depuis un an dans les prisons de Dakar. Ils étaient tous les deux poursuivis par la justice pour atteinte à la sécurité de l'État, trouble à l'ordre public. Leur parti, donc le PASTEF, avait organisé de violentes manifestations et confrontations avec le pouvoir sortant du vieux Macky Sall, qui était au pouvoir depuis deux mandats. Et il y avait eu plus de 80 morts dans dans les rues de Dakar en 2023 et 2024. Et c'était la raison pour laquelle le pouvoir les avait jetés en prison pour des prétextes divers et variés. Et assez controversé. Et en fait, ce fameux Macky Sall qui aurait bien voulu et qui était tenté en fait de changer les institutions pour pouvoir repartir une troisième fois au pouvoir, a hésité jusqu'au dernier moment. Il a tellement hésité qu'il a d'ailleurs annulé au dernier moment la date de la présidentielle qui devait se tenir en décembre 2023 pour des raisons diverses et variées, et finalement a repoussé la date de l'élection. Et une des raisons pour lesquelles finalement il s'est décidé à maintenir la présidence, on retrouve l'Église catholique. C'est une prise de position très forte dans les médias de l'archevêque de Dakar à l'époque, expliquant qu'il n'était pas question de manipuler en fait les institutions, il fallait que le vieux, c'est-à-dire Macky Sall, vieux, là, c'est un terme plutôt pas péjoratif en Afrique, s'écarte, voilà, laisse le pouvoir et comprennent qu'il fallait passer la main. Excusez-moi, Mathieu Raffray, j'en profite pour rappeler Mériadec, parce que justement, je reçois Mathieu Raffray tout à l'heure à 9h07, et voilà. Mais vous êtes Mériadec Raffray, rédacteur en chef des pages Monde de Valeurs Actuelles, et nous sommes en train de parler du Sénégal. Donc, le vieux a annulé les élections. On se retrouve au Sénégal aujourd'hui. Il y a, vous l'avez parfaitement exposé, en fait, un substrat religieux très important dans ce pays. Rappelons, si je ne m'abuse, que Monseigneur Lefebvre a été archevêque de Dakar il y a assez longtemps. Où en est le Sénégal dans le jeu politique habituel en Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire la présence de la France, l'intervention de la Chine, le spectre de la Russie, le fantôme des États-Unis? Alors voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé au Sénégal, c'est que le Sénégal est le dernier bastion de l'influence et des intérêts français en Afrique de l'Ouest, si on exclut la partie de la Côte d'Ivoire, mais dans cet extrême ouest de l'Afrique, au débouché de l'Afrique sahélienne, la France est là dans son dernier bastion. Vous savez que la France a essuyé une série d'échecs en Afrique ces dernières années, et il restait une place forte de l'influence française en Afrique, c'était Dakar. Au Sénégal, la France compte à peu près 270 entreprises
de nationalité française qui ont un poids majeur dans l'économie locale, puisqu'on peut citer deux chiffres. Ce groupe d'entreprises françaises emploie actuellement une dizaine de pourcents d'actifs sénégalais et contribue à hauteur de plus de 20% à l'impôt, à la fiscalité sur les sociétés au Sénégal. C'est un véritable sujet crucial pour le Sénégal, puisque le Sénégal a basculé, la dette sénégalaise a basculé dans le rouge. On est passé de quelques 60-70% en quelques années à plus de 100% du PIB de dette publique, avec un déficit public qui s'aggrave et aggrave également. Donc la question était de savoir si l'arrivée de ce couple infernal, ou en tout cas surprenant, aux manettes, aux commandes de l'exécutif sénégalais, va changer quelque chose pour la France au Sénégal. Et puis, deuxième point majeur, et qui ne concerne cette fois pas seulement la France, mais je dirais toutes les grandes puissances qui s'intéressent à l'Afrique et qui observent d'ailleurs de près ce qui se passe aujourd'hui à Dakar, raison pour laquelle il faut s'intéresser au Sénégal aujourd'hui, c'est que le Sénégal est le dernier îlot de stabilité politique et économique dans cet océan sahélien en proie aujourd'hui au chaos. Depuis, si on exclut la Mauritanie, toutes les capitales sahéliennes aujourd'hui sont en proie au chaos, et en particulier le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, etc. Et donc la question est la suivante: est-ce que ce couple allait perpétuer cette stabilité politique et économique et permettre aux acteurs économiques d'assurer leur développement, ou est-ce qu'ils allaient en quelque sorte mettre le feu, comme ils le faisaient dans leur discours et comme ils l'ont fait dans la rue sénégalaise, pour finalement prendre légalement le pouvoir? Je rappelle quand même que la majorité des 70% de Sénégalais qui ont moins de 35 ans ont voté de manière comme un seul homme pour ce parti. Les Sénégalais voulaient en finir du régime de Macky Sall finissant et corrompu. Ils voulaient tourner la page, et donc ils ont ce pastef-là comment dirais-je, a mis le feu dans la rue, mais il y avait une véritable envie, volonté des Sénégalais de changement. Et la question était la suivante: jusqu'où allait-il changer? Allait-il changer pour mettre le feu, la révolution au Sénégal, ou comment dirais-je, changer d'air tout en maintenant le Sénégal dans les rails de sa spécificité, c'est-à-dire un pays où la maturité politique est reconnue, et également un pays où se sont localisés un certain nombre d'investisseurs étrangers, leur permettant d'avoir une assise stable et de confiance, leur permettant ensuite de se déployer dans l'Afrique. Et c'est ça la deuxième grande question que se posent aujourd'hui tous les observateurs et les experts de l'Afrique. La réponse à cette question est aujourd'hui nuancée, puisque finalement cela fait à peu près un an que ce couple du PASTEF est au pouvoir. Finalement, ça fait quelques mois, parce que ils ont été élus le 24 avril 2024, mais l'Assemblée nationale a été dissoute et réélue seulement le 17 novembre, à l'issue de laquelle d'ailleurs le PASTEF a obtenu une majorité absolue sans équivoque. Et donc cela fait depuis la fin novembre que ce couple si vous voulez, à toutes les commandes du pays, et est en capacité de mettre fin à l'ère Macky Sall. Et en fait, quand on va sur place, on s'aperçoit d'une chose: c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'interrogations que de réponses à cette question. La société civile s'interroge. Ce couple exécutif a envoyé un certain nombre de signaux inquiétants. Par exemple, la création d'un bureau des affaires islamiques, religieuses et islamiques, sur le modèle des États qui pratiquent la charia. Là, il y a 15 jours, le président et le Premier ministre ont nommé à leur côté des conseillers qui ont
un profil islamiste notoire. Donc il y a un certain nombre comme ça, de signes qui inquiètent la société civile. Par ailleurs, ces deux-là revendiquent le droit d'inventaire, mais dans la société bruisse en fait l'idée qu'ils veulent se venger ou faire un exemple en fait en chassant les sortants corrompus, jusqu'où on ne sait pas très bien. Donc là, on a une espèce de vengeance post-révolutionnaire qui inquiète un peu. Et puis, troisième point, toute la communauté des affaires constate en fait que ce duo comment dirais-je, a gelé tous les dossiers en cours, tous les projets en cours. Aujourd'hui, par exemple, à Dakar, sur la corniche, les chantiers de construction sont à l'arrêt. Or, ce pays, l'économie de ce pays, comment dirais-je, le moteur économique de ce pays en particulier, c'est le bâtiment et les travaux publics. C'est ce qui permet à un certain nombre de Sénégalais de vivre. Le Sénégal est un pays, finalement, une vitrine développée, mais derrière cette vitrine, c'est un pays qui demeure très pauvre. La majorité des habitants, évidemment, sont des gens qui travaillent dans des entreprises informelles. Il y a très peu d'actifs qui sont dans les entreprises formelles. L'autre mamelle de cette économie, c'est l'agriculture, mais qui peine à se développer. Le troisième, je dirais, volet, c'est le tourisme, mais qui lui aussi est un peu à l'arrêt ces derniers temps. Donc on est aujourd'hui, pour résumer, dans une forme d'attentisme et tout le monde se demande de quel côté économiquement, politiquement et sociétalement ce pays peut basculer. Pour résumer, j'ai le sentiment que ce couple de retour du Sénégal, j'ai le sentiment que ce couple est finalement jeune, mais entouré de gens qui sont compétents, qu'ils ont un calendrier politique. Il est clair, pour résumer et pour en terminer, il est certain que aujourd'hui, le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye considère la France comme un partenaire comme les autres, au même titre que la Turquie, très présente pour répondre à votre question, au même titre que la Chine, même si la Chine est très challengée par le Sénégal qui n'est pas dupe de la Chine, au même titre aussi que les États-Unis. Le Sénégal est aujourd'hui un pays qui privilégie en fait les réseaux de l'islam radical sans que l'on puisse dire aujourd'hui qu'il y a un risque de basculement, c'est encore trop tôt. Et enfin, le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye est un Sénégal qui a tendance à s'émanciper en fait des tabous traditionnels, du fait qu'on ne pouvait pas dans cette société critiquer les marabouts, les imams, et qu'aujourd'hui c'est possible, tout est possible. On est donc à la charnière de la vie du Sénégal. Et puis un dernier point évidemment, la France régalienne, elle, tourne la page au Sénégal, puisque cet été, les éléments français du Sénégal ont tous quitté le Sénégal, et les clés des dernières emprises militaires françaises à Dakar seront redonnées aux autorités sénégalaises. C'est la fin comment dirais-je, d'une ère d'influence de l'armée française, non pas seulement au Sénégal, mais depuis le Sénégal, dans toute la région, à travers des partenariats de formation. La décision a été prise de manière assez brutale par le couple de l'exécutif en fin d'année, et je dirais qu'une fois encore, l'Élysée n'a eu qu'à se conformer à une décision souveraine. Et il nous reste juste 2 minutes, Mériadec Raffray, donc il va falloir être un peu plus, comment dire, c'est moi qui perds du temps. Dans ces 2 minutes, est-ce qu'on peut penser que le Sénégal est quand même le visage d'une Afrique nouvelle qui réussirait à s'émanciper du passé colonial d'une part, et surtout d'une économie encore très largement dominée par les pays du Nord? Je dirais que le Sénégal est le visage d'une Afrique schizophrène, pour essayer de résumer et d'être synthétique dans la minute qui me reste. Un visage schizophrène, le Sénégal, l'élite sénégalaise est absolument comment dirais-je, à l'unisson de la culture française.
Ce qui m'a frappé, j'ai vu et rencontré un certain nombre d'intellectuels, de journalistes, de gens, de jeunes, de gens de la jeune élite. J'ai rencontré notamment, cela me revient à l'esprit, un jeune haut fonctionnaire qui vient de démissionner, qui est passé par l'ENA française, qui m'a dit la belle chose suivante. Il m'a dit, moi, je suis d'une famille de l'élite sénégalaise qui est l'exception, qui n'avait pas de lien de sang avec la France d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, j'étais capable de d'écrire les rues de la ville de Rouen que je ne connaissais pas uniquement parce que j'avais lu Victor Hugo. Voilà ce que c'est que le Sénégal aujourd'hui, c'est-à-dire une élite qui est absolument maternée par la culture française, mais en même temps une élite qui, au pouvoir, qui prend les commandes, qui veut s'émanciper de ce passé. C'est cette schizophrénie-là qu'on observe au Sénégal. Et le deuxième paradoxe, c'est qu'on assiste à un Sénégal qui était un exemple de maturité politique et qui aujourd'hui hésite à prendre un chemin. On ne sait pas exactement quel chemin va prendre le Sénégal. Le chemin d'une forme d'Afrique un peu qui fait sa révolution, ou d'une Afrique qui tourne la page d'un passé colonial définitivement pour entrer en fait dans une nouvelle ère de partenariats multiples et bien compris, gagnant-gagnant, dirait Ségolène Royal. Voilà, on en est là aujourd'hui. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est en tout cas un dossier qu'il faudra observer de très près. Merci beaucoup Mériadec Raffray, et notamment de nous avoir mis sur la voie de Ségolène Royal. À très bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine.